Bonjour à tous et bienvenue sur EFJ Mag. Cette semaine, nos équipes vous proposent 2 reportages en lien avec l'actualité frappante de la semaine. Nos reporters sont allés pour vous au cœur de l'Assemblée nationale. Les députés se sont confiés sur le possible retour du service militaire. En deuxième partie d'émission, nos journalistes vous amèneront au salon Maisons et Objets à Paris pour décrypter les nouvelles tendances de l'année. Mais avant, notre premier reportage. En 1996, Jacques Chirac a supprimé le service militaire ou national, obligatoire pour tous les hommes de 18 à 27 ans. Pendant 10 mois, les jeunes Français apprenaient à défendre le pays. L'hypothèse du retour de cette ancienne institution suscite le débat à l'aune des récents événements meurtriers qu'a connus la France. Un reportage de Christelle Pugat et Camille Monnier. Liberté, égalité, fraternité, la devise française a été sérieusement ébranlée après les attentats de janvier dernier. Nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale pour prendre le pouls de nos députés. Pour le moment, au sein même de leur parti, ils n'adoptent pas de discours commun sur le retour du service militaire. Oui, je pense qu'il faut remettre un service national obligatoire. Très franchement, c'est pas la solution. En plus, on n'a pas les moyens, Ça fait partie de ce genre de débat, démago. Ce dispositif serait effectivement coûteux, mais il faut aussi mesurer le coût que peut représenter l'absence de service national. Si les députés n'ont pas encore tranché, selon un récent sondage de l'IFOP, 8 Français sur 10 sont favorables à la création d'un nouveau service national. Si le retour du service militaire fait grand bruit, le service civique est déjà en place depuis mars 2010. Il reste pourtant encore peu connu. Camille, est-ce que tout le monde peut se porter volontaire au service civique ? Non, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Pas besoin de diplôme, il suffit d'être motivé et d'avoir envie de tester de nouvelles expériences. Le service civique est un engagement volontaire pour tous. Il aide les jeunes en difficulté à se réintégrer dans la société. Par exemple, en réalisant des missions de solidarité comme aider les handicapés à faire du sport ou bien du théâtre, accompagner les patients dans les hôpitaux ou encore apprendre à lire, écrire et compter aux personnes dans le besoin. Pour ceux qui aiment voyager, il peut également se faire à l'étranger. Cette année, les décorateurs osent les mélanges de genres. Entre le côté rustique de la cabane de jardin et le confort d'un habitat moderne, ce créateur italien, lassé du design épuré, crée des intérieurs singuliers. L'idée de mélanger des tissus, mélanger des matériaux, mélanger des styles différents, que pour nous, c'est un peu les nouvelles façons de faire des projets. Bonjour Maëlle, dans votre reportage, vous évoquez l'influence des cahiers annuels sur les tendances en termes de design. Mais comment ces supports sont-ils rédigés ? Chaque saison, de nouvelles tendances sont définies par des stylistes, chercheurs, analystes et experts en marketing. Ces professionnels analysent les principales évolutions sociétales qui influencent la mode et le design. Ils recensent les nouveaux modes de consommation, les nouveaux produits et les nouveaux modes de distribution. Puis ils proposent des applications concrètes, comme des harmonies de tissus, de couleurs ou de formes. Les conclusions de ces enquêtes à 360 degrés sont compilées dans ce Saint Graal, et édité 2 ou 3 fois par an. Les planches réalisées sont propres à chaque domaine, qu'il soit de la mode, du design ou de la grande distribution. Alors bonjour Martin, si les attentats ont relancé l'intérêt pour la filière journalistique, ils ont cependant eu un impact négatif sur plusieurs secteurs, notamment le tourisme. Effectivement, le cabinet MKG, leader européen du conseil dans le secteur du tourisme, a publié les premiers chiffres de la fréquentation hôtelière pour l'année 2015. Et on peut dire que les résultats ne sont pas bons. Depuis le 9 janvier, date de la prise d'otage à l'hypercachère Porte de Vincennes, les réservations ont connu une baisse de 10%. Bon, le cas de figure est connu, puisque ça avait déjà été le cas à Madrid et à Londres, après les attentats perpétrés par Al-Qaïda. Toulouse avait également connu une baisse de fréquentation suite à l'affaire Mera. Mais là où la situation est inédite, c'est que la chute observée à Paris dure beaucoup plus longtemps que dans les cas précédents. Plusieurs raisons à cela. Le sentiment d'insécurité qui règne, notamment avec l'application du plan Vigipirate à son plus haut niveau. La baisse de morale chez les Français, fortement marquée par ces événements, et qui de fait n'ont pas la tête à sortir. Jouer sur les illusions, s'affranchir des règles, l'exposition street art éveille la curiosité du grand public. Sa particularité réside dans l'association atypique des nouvelles technologies et de l'art de la rue. De Isaac Cordal à JR, en passant par Antonin Fourneau, toutes les formes de street art sont représentées.
Habituellement présentes dans nos rues, les œuvres s'invitent aujourd'hui dans les musées. C'est pas un art mort, c'est pas un mouvement figé, le street art c'est un mouvement qui est vivant. Et donc forcément, comme quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue. Donc effectivement, au début, c'était que à l'extérieur. Aujourd'hui, 45 ans après, ça touche tellement de personnes que c'est forcément dans plein de lieux différents. Ces dernières années, la discipline a su évoluer à travers de nouvelles techniques. Les artistes du mouvement sont jeunes, entrepreneurs et créatifs, au point qu'il est difficile de suivre l'ensemble des innovations mises en pratique quotidiennement. Bonjour Paul, alors nous l'avons dit tout à l'heure, le street art est apparu dans les années 70 à New York et à Philadelphie. Mais alors, qui sont les précurseurs de ces disciplines ? Alors effectivement, vous avez raison, c'est à New York que le street art a explosé et plus précisément dans les quartiers pauvres. Alors au début, il se manifeste notamment sous la forme de petits graffitis, le but étant pour chacun de diffuser son nom sur le plus de murs possible. Alors parmi les plus célèbres, on peut notamment retenir Taki 183 qui aura d'ailleurs la chance d'avoir un article qui lui sera consacré dans le New York Times en 1971, un article intitulé Taki 183 lance une nouvelle mode. Alors à la vue de la montée en puissance de la discipline, le train et le métro vont s'imposer comme les principaux supports de diffusion très appréciés par les graffeurs, à l'image par exemple de Keith Haring ou encore de Jean-Michel Basquiat. Colliers, bagues, boucles d'oreilles, les professionnels du bijou du monde entier viennent découvrir les nouvelles tendances et remplir leur stock des accessoires de demain. Depuis la crise, le budget des clients a changé. Lucie et sa sœur Marion, propriétaires de boutiques familiales, n'échappent pas à la règle. Les budgets ont baissé en fait. Les paniers moyens des clients ont baissé. Donc après, il faut s'adapter. Anna, habituée du salon, présente cette année sa nouvelle marque. Elle constate qu'avec la réduction de leur pouvoir d'achat, les clients privilégient des bijoux de qualité. On demande beaucoup plus de plaqué, de précieux en fait. Un peu moins de fantaisie, c'est pour ça que je me suis adaptée et que je fais tout en plaqué or maintenant. Le secteur du luxe trouve donc des moyens de s'adapter à la baisse des budgets, n'est-ce pas Simon ? Oui, en effet, la tendance serait à la créativité, la recherche de la pièce unique, peu importe le prix, tant que le voisin n'a pas la même. Après le tournage, nous sommes intéressés à la notion de luxe en tant que telle, à sa définition. Dans les années 70, le luxe résidait dans le savoir-faire, la qualité, la durée de vie. Les années 80, les années fric comme on les a appelées, voient l'arrivée du bling-bling symbolisé par l'entrepreneur chafouin Bernard Tapie. Le libéralisme économique et moral accompagne la chute du mur de Berlin et une forte volonté de vivre ensemble émerge. Le luxe est alors matériel, ostentatoire, c'est un marqueur social. Après les bars tactiles et les bars à insectes, une nouveauté venue tout droit d'Extrême-Orient fait fureur à Paris. Un café avec des clients bien particuliers qui vous détendent plus qu'un massage. Allergique, s'abstenir. Un reportage de Juliette Marchais et Rité Kassangou. Prendre un verre ou déjeuner avec un chat, c'est désormais possible. Bienvenue au Café des chats, un concept venu de Taïwan. Ici, les chats sont maîtres des lieux et décident eux-mêmes des personnes qui peuvent les caresser. Les clients semblent apprécier de déjeuner en compagnie de ces petites boules de poils anti-stress. Moi, ça me détend beaucoup. Un chat, quand il vient sur nous et qu'on a son ronronnement, moi, je trouve que ça détend. Et la recette fonctionne bien. Le café, ouvert il y a un peu plus d'1 an, affiche complet presque tous les jours et les réservations ne cessent d'augmenter. On a beaucoup de personnes qui travaillent juste à côté du café et qui viennent uniquement pour pouvoir se détendre 5 à 10 minutes, voire 20, le temps d'une petite tarte avec les chats et vraiment ressortir apaisé pour reprendre le travail l'après-midi. Bonjour Rité. Alors, il semblerait que les chats ne soient pas les seuls animaux qui aident les humains sur le plan thérapeutique. Oui, tout à fait. De manière générale, avoir un animal, ça fait du bien au corps et à la tête. Des études ont souligné que les possesseurs d'un compagnon à poil ou à plumes avaient moins de problèmes de cholestérol et d'hypertension artérielle. Et leurs chances de survie en cas d'attaque cardiaque sont beaucoup plus élevées que la moyenne. Côté psychologique, le fait de posséder un chien, un chat, des oiseaux ou même un poisson rouge permet de réduire le stress. On a ainsi observé que les amis des animaux étaient beaucoup plus actifs et moins isolés que les autres. Le simple fait d'avoir un animal de compagnie réduit de manière forte l'utilisation et la consommation des médicaments psychotropes. Levallois-Perret, ville des Hauts-de-Seine au nord-ouest de Paris. Nous nous rendons dans une librairie spécialisée dans les BD. Ici, Charlie Hebdo ne faisait pas vraiment partie des habitudes des clients. C'est habituellement pas ce qui s'arrache, ce type de publication de gauche très engagée.
Bon, ils ne sont pas du tout là-dessus, mais c'est vrai qu'on a eu des curiosités du fait de l'attentat, oui. Des curieux qui sont venus en nombre ici et ailleurs, à tel point que les libraires ont recommandé 10 000 exemplaires de tout Cabu et 5 000 de Cabu à New York. Les personnages phares du dessinateur, comme le beauf et le hipster, restent toujours très convoités par les lecteurs. Et oui, vous le savez, comme tous les ans, Angoulême se transforme en lieu culte pour les amateurs du 9e art. Cette année, Charlie Hebdo est omniprésent dans la ville. Des unes de l'hebdomadaire satirique sont affichées dans les rues sous forme de panneaux électoraux. Mercredi soir, une banderole géante avait même recouvert la façade de l'hôtel de ville. Astérix et Obélix, Spirou ou encore Lucky Luke sont représentés sous le slogan « Rapprochons-nous du dessin pour que le dessin nous rapproche ». Pour faire partie de ces 800 chanceux, les pénichards, il ne suffit pas d'acheter ce bateau. Il faut aussi obtenir un emplacement, ce qui peut durer de longues années avant d'obtenir l'autorisation. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoutent d'autres contraintes administratives. Maintenant, les gens pensent toujours que voilà, venir vivre sur l'eau, c'est extrêmement simple. Oui, ça peut l'être, hein, mais bon, c'est quand même toute une construction de dossiers administratifs qu'il faut gérer. Et puis un bateau, ça s'entretient, je dirais, voilà, comme une maison. Le risque est plus important que sur une maison. Le mode de vie atypique des pénichards est finalement presque anodin. Après les avoir rencontrés, nous avons quitté l'eau pour le sol avant de s'envoyer en l'air. Stéphane Buisson, vous avez enquêté pour nous. Quelles sont les maisons les plus atypiques que vous avez découvertes? Écoutez, les hippies des années 70 laissent place aux yurtistes. Pour échapper à la société de consommation et pour se sentir vivants, ces amoureux de la nature ont fui la ville pour les champs. Comparés à des marginaux, ils vivent, mangent et respirent green. Sur un terrain dans le midi de la France, on se croirait en Asie centrale ou dans un camp de retraite de yoga. En leur dédiant une place, la ville d'Aubervilliers commémore les victimes de la manifestation du 17 octobre 1961, en particulier une jeune fille, Fatima Bédard. Elle avait 15 ans et je suis très heureux d'ailleurs et très fier que son frère ait assisté à cette inauguration. Son frère et elle avaient vécu à Aubervilliers et elle a été retrouvée là, dans le canal, noyée. Morte, comme beaucoup d'autres, pour avoir protesté contre un couvre-feu imposé aux seuls Nord-Africains, mis en place par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. C'est un crime d'État qu'il était question de dénoncer. On voulait commencer cette année, justement, qui a commencé par des actes assez tragiques un peu partout dans le monde, et notamment sur notre sol français, dire que nous étions contre la colonisation et que nous étions pour le droit des peuples à disposer de leur liberté. Bonjour Martin, vous étiez à l'inauguration de la place du 17 octobre 1961. Cette cérémonie renvoie à une histoire commune entre la France et l'Algérie, une histoire dont on ne sait finalement pas grand-chose. Racontez-nous. En effet, Sixtine, le sujet est délicat à aborder. L'État français ne reconnaît la guerre d'Algérie que comme une guerre que depuis 1999. Le sujet est peu voire pas abordé à l'école et on le voit seulement au travers du chapitre sur la décolonisation. Donc il est noyé au milieu de tout un tas d'autres faits historiques. Enfin, il ne faut pas oublier que la guerre d'Algérie est la dernière guerre à avoir eu lieu sur le territoire français puisque l'Algérie à l'époque était un département et non pas une colonie. Mais pourquoi la France était-elle tant accrochée à ce pays? Bien, d'abord, il y avait beaucoup de militaires et beaucoup surtout de Français en Algérie. Il y a eu près de 2 millions de personnes rapatriées à la fin du conflit. Ensuite, c'était un enjeu stratégique important. L'Algérie est le berceau du Centre des études spatiales françaises. Donc en pleine guerre froide et en pleine conquête de l'espace, c'était évidemment un enjeu majeur. Et enfin, il y avait peut-être aussi une forme de fierté militaire. L'armée française avait perdu la Seconde Guerre mondiale, avait perdu l'Indochine. Donc pour eux, c'était inconcevable de perdre encore une fois un territoire, surtout un département. Merci Martin. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Tout de suite, un nouveau journal. Bonne journée.